Donc, merci de nous avoir rejoints pour cet atelier débat des Assises du journalisme. 90 ans d'archives de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, un observatoire inédit de la profession de journaliste. C'est le thème de l'atelier débat donc, qui nous réunit ce matin jusqu'à 11h et qui va nous donner l'occasion de découvrir la très grande richesse du fonds patrimonial accumulé depuis les tout débuts de la commission en 1936. Un fonds qui est tout sauf une matière inerte ou figée, puisqu'il s'accroît année après année sous l'effet des nouvelles demandes de cartes, première demande ou demande de renouvellement de cartes, ce qui nous permet de comprendre l'intérêt croissant que ce fonds suscite chez les historiens, les chercheurs, les universitaires, mais aussi tout simplement chez les journalistes eux-mêmes. Et ça, on va pouvoir en prendre la mesure avec les trois personnes qui sont ici à mes côtés. Alors, je les présente très rapidement. Catherine Lozac, journaliste et présidente de la commission de la carte. Anne Mathieu, historienne du journalisme au XXe siècle, maîtresse de conférences HDR, donc habilitée à diriger des recherches à l'Université de Lorraine, et responsable scientifique du corpus journaliste engagé dans le dictionnaire du mouvement ouvrier et du mouvement social, qu'on appelle aussi le métron. Alors peut-être que tout à l'heure, vous nous en direz plus sur le métron. Et enfin, Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, et vous êtes connue entre autres pour vos recherches et vos publications sur l'économie des médias. Avec vous trois, nous allons voir comment les archives de la commission de la carte constituent une matière spécifique et irremplaçable pour dessiner et comprendre les évolutions du journalisme en France depuis 90 ans, depuis la création en 1936 de la commission de la carte. Mais il est important d'abord de planter le décor en partant de l'exposition que, je l'espère, vous avez déjà vue en arrivant ici, puisqu'elle est à côté de l'escalator qui monte à cet étage. Et vraiment, si vous l'avez parcouru très rapidement, je vous invite à y retourner parce que c'est une remarquable exposition qui présente des pièces vraiment très originales, très particulières, et ça dit beaucoup de choses de ce qu'est la commission de la carte et de l'évolution du métier. Mais je vais d'abord vous laisser Catherine Lozac, puisque c'est vous qui êtes à l'origine du montage de cette exposition. Alors, est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots et nous dire aussi et surtout pourquoi vous avez voulu faire une exposition sur les archives de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels? Merci Olivier. Alors, cette exposition en quelques mots, c'est une vingtaine de panneaux et 3 vitrines de documents originaux que vous n'aurez probablement qu'à Tours l'occasion de voir. Donc effectivement, courez au premier étage. L'exposition, elle est itinérante, donc j'espère qu'on pourra la voir ailleurs. L'idée, c'est de la faire tourner notamment dans les écoles de journalisme. Alors pourquoi cette exposition ? Eh bien, déjà, il y a un anniversaire à fêter quand même. On se vous voit là à la table ronde, bon. Ça fait très bizarre. Donc, comme vous le disiez, Olivier, la commission de la carte a 90 ans cette année et un anniversaire, ça se célèbre. Même si l'idée n'était pas, et j'espère que ceux qui parcourront l'exposition auront ce sentiment-là, de faire une exposition sur les archives de la commission de la carte. L'envie, c'était plutôt de montrer à travers ce que nous avons comme base documentaire, qu'elle soit patrimoniale ou récente, comment la commission a fait évoluer son regard en même temps que le métier a évolué et combien finalement cette instance qui est paritaire et professionnelle reste moderne et accompagnante pour l'évolution du métier. Évidemment, on se base sur nos archives, mais peut-être faut-il dire quand même que le rôle de la commission n'est pas d'emmagasiner des archives.
Le rôle de la commission, évidemment, c'est, et ça c'est la loi qui le lui donne, c'est une forme de délégation de service public. Le rôle de la commission de la carte est de délivrer la carte d'identité de journaliste professionnel. Et sa première réunion a eu lieu le 22 mai 1936, donc on s'approche vraiment des bougies. Donc ça, c'est son rôle premier. Et pour pouvoir le faire, évidemment, elle demande un certain nombre de pièces, dont certaines sont d'ailleurs listées dans le Code du travail, puisque en 1935, le statut du journaliste est voté. Et donc en 1936, la commission qui va dire qui peut bénéficier de ce statut ou qui exerce sous ce statut et pourra avoir la carte. Donc on demande un certain nombre de pièces. Et depuis 90 ans, on demande toujours les mêmes pièces. Donc, je pense que c'est ce qui fait une partie de l'intérêt de notre fonds, c'est qu'on peut comparer l'évolution de ces pièces en regardant ce qu'était un CV dans les années 1936 et ce qu'est un CV en 2026. On peut, il y a un certain nombre d'éléments, mais peut-être qu'on viendra plus dans le détail tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, le rôle de la commission, c'est de donner une carte professionnelle. C'est éventuellement pour le journaliste d'attester de son ancienneté dans la profession. Donc là aussi, on collecte un certain nombre de données. Et quand on arrive en fin de carrière, on peut demander une carte journaliste honoraire. Et là, on va collecter d'autres informations pour éventuellement pouvoir délivrer une carte de journaliste honoraire. Et dans le statut de journaliste, il y a un élément qui est très important, c'est pour qui on travaille. Parce qu'effectivement, si on travaille pour une collectivité publique, par exemple, on n'est pas éligible à la carte. Donc, on regarde aussi les employeurs. Et donc, on va suivre si cet employeur reste une entreprise de presse avec une mission d'information au public. Donc, on a aussi des données sur les employeurs. Et tout ça fait qu'au bout de 90 ans, nous avons 1400 mètres linéaires d'archives. Et comme nous sommes passés à la demande de carte de presse numérique, nous avions à la fin du mois, je triche, quelques 376 000 données informatiques, donc fichiers informatiques pour des demandes de carte de presse en ligne. Donc voilà, nous avons une masse considérable que nous avons accumulée, même si, bien sûr, notre rôle premier n'est pas d'être des archives. Alors, on va y revenir justement sur l'existence de cette mission, de votre métier de base, et puis à côté de cette nouvelle activité qui se développe et qui n'était pas prévue au départ, mais qui revêt une importance considérable, la gestion d'archives. Alors, quand même, parlons-en de ces archives. Hein. Vous nous avez fait rêver en nous parlant de ces mètres linéaires qui, d'ailleurs, faut peut-être dire où ça se trouve. Hein. C'est au siège de la commission, au sous-sol, c'est ça ? Exactement. En fait, nous sommes situés au 221 rue Lafayette, dans le 10e à Paris. Pour l'exposition, on a fait quelques recherches, donc c'est à peu près notre 10e adresse, hein, quand même, en 90 ans. Donc la commission s'est pas mal promenée. Et quasiment l'ensemble de notre sous-sol est occupé par les archives. Donc c'est un lieu un peu impressionnant. Mais c'est un lieu qui n'est pas organisé comme des archives départementales ou municipales qui sont faites pour qu'on puisse venir consulter des documents. Nous, en fait, on a une vision très utilitariste, peut-être je vais repasser près du micro, très utilitariste de notre fonds. Donc, nos archives, elles sont rangées pour pouvoir attribuer la carte. Donc, même les dossiers de 1945, parce que le grand rangement, c'est 1945, sont rangés comme si le journaliste allait arriver demain et refaire une demande de carte. Voilà. Elles sont rangées de façon opérationnelle, parce que la commission, elle est là pour délivrer la carte. Elles ne sont pas rangées comme des archives professionnelles, j'ai envie de dire. Voilà, exploitables plus facilement par des chercheurs. On va y revenir aussi sur cet aspect-là. Est-ce que, quand même, vous pouvez nous dire très concrètement quel genre de pièces on trouve dans ces archives ? Vous disiez que c'est prévu par la loi, par le Code du travail. Mais alors, très concrètement, c'est quoi ? Vous parliez de CV, mais il y a aussi une foule d'autres choses dans ces archives. Alors,
une foule qui est quand même un petit peu circonscrite, hein. Même si la commission de la carte, pour pouvoir délivrer justement ce précieux sésame, a un pouvoir d'enquête qui est dans le Code du travail, donc on peut aller au-delà de cette liste. Donc il y a un CV, il y a des photos. Bien sûr, on connaît l'âge de la personne parce qu'on a sa date de naissance. On sait d'où les gens viennent aussi puisqu'on a leurs adresses. On a leur CV, comme vous le rappeliez. On leur demande aussi leur diplôme, donc on connaît leur parcours universitaire ou pas. On sait dans quelle situation sociale ils sont. Et je me pense faire Julia Cagé de ce côté-là. Donc s'ils sont pigistes, s'ils sont en CDD, s'ils sont en CDI. On sait la convention collective qui leur est appliquée. On sait aussi la qualification qu'ils nous déclarent. On connaît leurs revenus. On sait plein de choses sur vous, parce que sans doute, y en a-t-il dans la salle qui ont leur carte de presse. Donc oui, on sait plein de choses sur les journalistes. Et notre premier devoir n'est pas de communiquer, même à des chercheurs, ces données, mais bien sûr de les protéger. Nous avons un devoir de confidentialité sur l'ensemble de ces données personnelles qui nous sont confiées. Donc voilà, en gros, il y a, qui interroge souvent beaucoup, un extrait de casier judiciaire. On a la pièce d'identité aussi, enfin voilà, pour brosser. Et vous avez oublié, il y a aussi de temps à autre des justificatifs de production. Mais évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est, ces justificatifs de production? Le rôle premier, et c'est quand même fou de l'avoir oublié, le rôle premier de la commission, c'est donc de savoir si la personne qui nous fait une demande est journaliste ou pas. Et donc la première chose qu'on va regarder, c'est ce qu'elle fait et ce qu'elle produit. Donc effectivement, les justificatifs de production sont quelque chose d'essentiel. Donc ça peut être des articles de presse papier, mais depuis les années 2000, c'est beaucoup de choses numériques, des liens pour accéder à des vidéos, des clés USB, on avait autrefois des cassettes VHS. Ce qui a été très frustrant quand on a fait l'exposition, c'est qu'un certain nombre de justificatifs de production, je pense à la fois par la masse qu'ils représentaient et peut-être aussi que certains journalistes les récupéraient parce qu'on a trouvé des petits mots. Il nous est arrivé de n'avoir plus aucun justificatif de production dans des dossiers qui nous faisaient saliver. Je vois Sylvie qui a participé avec moi à la création de l'exposition. Ça a été notamment une grande frustration dans des dossiers de dessinateurs. Parce que l'exposition, on est parti à la recherche les premiers sur certaines qualifications journalistiques. Et quand on a découvert, par exemple, le premier dessinateur, ou sans doute qui s'est vu attribuer la carte de journaliste professionnel, la première chose qu'on a envie de voir, c'est ses dessins. Et il n'y en avait aucun. Donc voilà, il a fallu continuer à chercher ailleurs, mais effectivement, le justificatif de production est une pièce essentielle, en tout cas, au moment où on a attribué la carte, mais qui a pu se perdre au fil des décennies. Alors, il y a encore d'autres données, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais enfin, je les cite d'emblée, qui existent dans les archives. C'est, par exemple, les bordereaux collectifs envoyés par les entreprises de presse. C'est aussi, je pense, la correspondance que la commission adresse aux demandeurs de cartes pour leur demander d'expliciter davantage leurs demandes parfois. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'expo, justement. Et c'est ce qui fait la richesse, en fait, parce qu'on pourrait penser que le fonds est un fonds très administratif. Et pas du tout, parce qu'il y a un lien particulier entre les journalistes, voire les employeurs et la commission de la carte. Et donc, il y a énormément d'échanges de courriers, plus ou moins courroucés quand on demande des pièces supplémentaires, ou des gens qui se connaissent, donc qui échangent sur le métier. Donc, on a essayé justement dans l'exposition de redonner un petit peu de cette humanité qui est dans le fond. Et vous parliez des bordereaux collectifs. La commission, elle fonctionne sur la confiance et sur une déclaration que fait le journaliste. Et cette confiance et cette parité est aussi donc à travers les bordereaux collectifs où finalement l'employeur se porte garant des journalistes professionnels en disant oui, voilà, ce sont bien ces personnes, c'est bien ma rédaction, ce sont bien les journalistes qui travaillent pour mon média.
Alors, j'en viens à une autre question très importante. Qui peut avoir accès aux archives de la Commission ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une délégation de service public qui nous est confiée par la loi, et donc nos archives, par le Code du patrimoine, sont considérées comme des archives publiques. Donc, par principe, tout le monde a accès à ces archives, même si nous privilégions évidemment les chercheurs, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, avec néanmoins des règles. Évidemment, nos portes ne sont pas grandes ouvertes comme ça, et notre fonds est précieux. Et il y a notamment la règle des 50 ans, c'est-à-dire qu'un dossier individuel ne peut être consulté que si le dernier élément apporté au dossier date de plus de 50 ans. Ça vaut pour tout le monde, sauf le journaliste lui-même, évidemment. Vous avez toute possibilité de venir à la commission de la carte pour consulter votre propre dossier. Ça vaut pour les journalistes et puis ça vaut pour leurs ayants droit, évidemment. Et une des personnes de l'équipe salariée de la commission de la carte, parce que nous sommes des journalistes élus et des employeurs désignés par leur fédération, ça c'est la partie entre guillemets politique au sens noble du terme de la commission, mais il y a une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillent pour vous, pour nous. Et donc l'une d'entre elles s'occupe un petit peu plus spécifiquement des archives. Et ça lui arrive d'avoir des demandes d'enfants, de frères qui ont envie, de sœurs qui ont envie de compléter, de retrouver en fait le parcours professionnel d'un de leurs proches, et qui me disait ça fait vraiment plaisir de participer à ça, en fait, à cette recomposition d'une mémoire familiale. Donc voilà un petit peu comment se fait l'accès aux archives, sachant que, comme je le disais, nous n'avons pas d'archivistes parce que ce n'est pas notre métier de base. C'est ça, mais quand même, il faut faire la demande, il faut formaliser une demande oui. Auprès de la commission. Cette demande, elle est étudiée, j'imagine ? Oui, elle est étudiée, elle doit être argumentée. Et puis, alors c'est extrêmement rare que nous refusions, mais voilà, notre mission première, c'est d'attribuer plus de 34 000 cartes par an. Donc, ça demande un petit peu d'énergie. Donc, voilà, on essaye à la fois pour la conservation du fonds et pour pouvoir néanmoins répondre, de trouver un bon équilibre entre ouvrir et pas trop. D'accord. Alors, dernière question avant, dans le cadre de la mise en place du décor, avant de donner la parole à nos amies chercheuses. Depuis quand, justement, les chercheurs s'intéressent aux archives ? Est-ce que c'est quelque chose de déjà ancien ou est-ce que c'est quelque chose qui a émergé ces toutes dernières années ? Ben, je crois que plus notre âge avance, plus cela joue en la faveur de notre fonds. Mais quand nous avons passé la cinquantaine, certains ont commencé à regarder vers nous, et je pense qu'elles nous diront toutes les deux pourquoi on a commencé à lorgner sur notre fonds. Donc oui, à la fin des années 80, je vais citer deux noms de précurseurs, mais il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont intéressés au fond de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Il y a notamment Denis Ruellan et Christine Le Teinturier qui ont travaillé et beaucoup travaillé sur notre fonds et qui ont commencé à publier au début des années 90. Et au fil des années, c'est entre 3 et 4 chercheurs qui nous sollicitent, ce qui est pas énorme, mais qui déjà pour nos moyens est pas mal. Et puis certains y passent beaucoup de temps, s'investissent de façon très différente les uns les autres. Mais l'année dernière, nous avons eu un boom, donc peut-être que ce sont nos 90 ans qui motivent encore plus, puisque nous avons eu 14 sollicitations. Donc ça nous amène quand même à réfléchir, et à réfléchir justement avec les professionnels et avec les chercheurs sur comment mieux conserver, comment mieux valoriser ce fonds, essayer d'avoir une approche plus professionnelle. Mais voilà, il va aussi falloir peut-être trouver des financements pour ça. De tout ça, on va parler. Voilà, on a planté le décor.
si vous avez des questions sur cette première partie que vous venez d'entendre, c'est le moment. Si vous n'avez pas de questions, on va enchaîner avec le témoignage des deux universitaires qui sont avec nous à cette table. Est-ce qu'il y a des questions pour compléter votre information? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, Eliane Kahn, journaliste. Sous quelle forme peut-on explorer votre fonds? Il y a des outils informatiques qui permettent, une base de données qui permet d'enquêter? Alors ça, c'est notre rêve le plus fou, parce que, voilà, comme je vous le disais, vous imaginez 1,4 km de linéaire d'archives, c'est énorme. Une chose que je n'ai pas dite, c'est la commission de la carte. Elle est financièrement indépendante, donc elle vit grâce à vos frais de dossier et aux frais de dossier qui sont versés par vos employeurs. Les fameux 48,80 € 80, voilà. qu'on paye tous les ans. Et c'est tout, puisque nous sommes financièrement indépendants. Donc, c'est posé à un moment, dans les années 2010, la question de la numérisation du fonds. Ce sont des sommes qui sont colossales et tout ne mérite peut-être pas d'être numérisé. Pour l'exposition, nous avons numérisé seulement 44 dossiers et c'est déjà plus de 2600 pièces. Donc voilà, on y réfléchit, on va chercher probablement un petit peu de financement. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on numérise pas. Ce sont vraiment des questions qui nous traversent. Donc du coup, pour pouvoir consulter le fonds, il faut venir. Et pour l'instant, on a un accès direct aux pièces d'origine, même si certains dossiers vieillissants et ayant été beaucoup consultés, notamment, je pense au dossier de la carte numéro 1 de 1945, le très fameux Jacques Alexandre. Aujourd'hui, nous ne donnons plus accès en fait au dossier de Jacques Alexandre. C'est l'exposition qui nous a fait comprendre à quel point ce dossier était devenu fragile. Donc, il a fait partie des 44 numérisés. Et donc, aujourd'hui, lui sera consultable de façon numérique. Alors, deuxième question, et présentez-vous aussi. François Charpentier, journaliste. La question est tout à fait ponctuelle. Ça va faire rire naturellement sa main. Est-ce que vous travaillez en lien avec d'autres fichiers, et notamment, je pense aux fichiers des URSSAF, pour savoir qui est salarié, qui ne l'est pas, etc. Est-ce que ça vous est autorisé? Alors, je pense... La réponse est non. Nous ne travaillons avec aucun autre fichier. Est-ce que ça nous est autorisé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous travaillons de façon indépendante des autres administrations ou instances sur les propres données que nous collectons. Même si certaines données venant d'autres instances, je pense par exemple à la CPPAP, font partie des faisceaux d'indices qui nous font dire que oui ou non, nous sommes en face d'un journaliste professionnel. Et il y a de toute façon les bulletins de paye dans les pièces qui sont demandées. Tout à fait. Il y a des bulletins de salaire. Du paiement ou pas des cotisations URSSAF. Tout à fait. Alors, on va en venir, si vous le voulez bien, au témoignage de nos deux chercheuses. Je commence par Anne Mathieu, qui est à ma gauche. Alors, on l'a dit, vous êtes historienne et depuis 3 ans maintenant, les équipes de la CCIJP vous connaissent bien puisque vous y travaillez de façon régulière sur un sujet très précis qui est le sujet de la période de l'épuration. Et votre travail va déboucher prochainement, au mois de juin, sur la sortie d'un livre chez Sileps intitulé « Journalistes face à l'épuration, 1945-1946 ». Enquête dans des archives inexplorées. D'ailleurs, vous avez ici sur la table une petite présentation de votre ouvrage et les gens qui seront intéressés pourront venir en prendre une. Alors, les archives en question, ce sont celles de la commission de la carte. Vous dites que ce sont des archives inexplorées. Elles étaient vraiment inexplorées jusque-là? Alors, je réponds directement sur le inexploré, c'est ce que vous souhaitez, mais par contre, il faudrait que j'allume. Vous m'entendez là? Parlez tout près du... Ah oui, il faut parler tout près, d'accord. Ok. Alors, oui, je réponds sur le inexploré. Alors, sur le inexploré, on en avait parlé avec Catherine et avec Pascal Urbanski à plusieurs reprises.
Oui, dans le sens que donc ce qui s'était produit, je reviens un peu sur ce que Catherine Lozac a dit tout à l'heure. Il y avait un groupe du CNRS qui était venu au début des années 90, toute fin des années 80, mais plutôt début des années 90, faire une large recherche donc sur justement les archives de la commission de la carte, dans le but de faire à la fois une histoire du statut professionnel des journalistes et aussi une histoire du journaliste. Et de ce groupe étaient sortis des travaux importants qui ont fait date, ceux de Denis Ruellan et ceux de Christian Delaporte. Et donc voilà. Il s'était intéressé principalement aux bases de données, aux cahiers ou registres, suivant comment on veut les appeler, donc au PV, pour faire une étude en fait quantitative de voilà, combien il y a de journalistes à telle période, combien demandent leur carte, combien, etc. etc. Bon. Et en fait, pourquoi inexplorée et pas inédite, ce qui n'est pas exactement la même chose. Il y a des choses sur lesquelles je suis tombée qui étaient inédites, mais inexplorées, c'est quand même autre chose. C'est qu'en revanche, personne n'avait ouvert les dossiers comme moi je l'ai fait, en les dépouillant systématiquement. Qu'est-ce que ça veut dire dépouiller systématiquement? C'est que normalement, moi, je passe ma vie à dépouiller systématiquement les périodiques. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un quotidien, on dépouille chaque jour pour voir ce qui a été, ce qui est de l'ordre de l'événement qu'on cherche dans ce journal, ou quelles sont les traces de l'écriture d'un journaliste. Et là, le dépouillement systématique de ces dossiers, c'est-à-dire consigner exactement toutes les pièces qu'il y a dans ces dossiers, consigner exactement toutes les réponses que font les journalistes aux différents questionnaires qui sont fournis par la CCJP. Et ça, cette étude-là des réponses des journalistes, cette étude systématique des dossiers n'avait pas été faite. Et en fait, je l'ai faite presque par hasard, je dirais. Je peux développer un petit peu, par hasard. Justement, là, vous nous mettez l'eau à la bouche, presque par hasard, alors on a envie d'en savoir plus. En fait, j'arrive en avril 2022 aux archives de la CCIJP parce que j'ai publié en 2020 un ouvrage qui s'appelle « Nous n'oublierons pas les points levés », reporter, éditorialiste et commentateur antifasciste pendant la guerre d'Espagne. Vous voyez, il fallait que je prenne ma respiration. Et pour voir si les hypothèses sur le statut des journalistes que j'y formulais avaient été véridiques, en fait. Parce qu'il faut toujours être humble par rapport à des hypothèses qu'on formule en recherche. Donc, et j'avais prévu d'aller à la commission une fois que ce livre serait paru. Donc j'arrive en fait avec une liste énorme de journalistes sur lesquels je travaille depuis très longtemps, en disant je vais voir si, en effet, ils ont une carte de presse en 1936 quand ils vont en Espagne ou quand ils n'y vont pas, parce qu'il y a aussi les éditorialistes, les commentateurs. Je commence à ouvrir les dossiers, je me rends compte en effet qu'ils n'ont pas été ouverts, pour plein de raisons, je m'en rends compte. Mais je le savais déjà, ça en revanche, mais là je m'en rends compte véritablement. Et là, je commence en dépouillant systématiquement à tomber sur le questionnaire de l'épuration dont je connaissais l'existence, puisque Delporte en parlait dans ses travaux, et également Ruellan, et également Marc Martin, que j'ai oublié de citer. Et là, je me dis, mais oui, d'accord, c'était cité, mais on nous disait qu'il y avait 8 pages de questionnaire de l'épuration, mais personne n'a consigné les réponses, personne n'a fait ce travail. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je me suis mise à faire cette recherche sur le questionnaire de l'épuration. Lequel questionnaire de l'épuration de 8 pages a été bâti donc en 1944 pour être opérationnel en 1945. Et en fait, on en a vu des traces, c'est ce que j'ai vu dans l'exposition, bien au-delà de la fin des travaux de la commission de l'épuration, qui était en fait la forme très particulière de la commission de la carte pendant les années 44, 45 et 46. C'est bien ça. Oui, en fait, il y a 2 commissions d'épuration. Il y en a une première en 1944 qui est dirigée par Paul-Émile Dizard et qui va être en fait une commission qui ne va pas bien fonctionner et qui va être remplacée par une véritable commission d'épuration qui là va être présidée par un conseiller à la Cour de cassation qui s'appelle Paul Calon, et qui va durer jusqu'en juin 1946. Au départ, ce n'est pas prévu pour durer jusqu'en juin 1946. Ils vont avoir des pouvoirs qui vont être étendus à un moment donné, enfin chronologiquement j'entends,
Ça va s'arrêter le 30 juin 1946, mais ils vont continuer, alors ça c'est ce que je montre dans le livre, ils vont continuer à étudier les dossiers jusqu'à la fin de l'année, parce que le problème c'est que les journalistes qui ont déposé des dossiers avant le 30 juin 1946 et qui rentrent dans le cadre de cette commission d'épuration, même si la commission d'épuration est terminée, il faut bien quand même étudier les dossiers. Donc on va leur attribuer cette fonction de pouvoir continuer. La commission d'épuration, de toute façon, légalement, elle est terminée en 30 juin 1946, mais en fait, on va continuer, et ça c'est ce que j'ai découvert en dépouillant les dossiers, parce que je l'avais lu absolument nulle part, on va continuer à demander aux journalistes de répondre au questionnaire de l'épuration, les nouveaux journalistes, entre guillemets, ceux qui déposent une demande après 1945. Vous pouvez juste préciser, le but de ce questionnaire, c'est de faire en sorte que les journalistes qui ont participé à des médias, des journaux collaborationnistes, ne soient plus journalistes professionnels. C'est ça le but de ce questionnaire? Alors, le but de ce questionnaire, c'est d'enquêter, de savoir exactement ce qu'ils ont fait. En effet, s'ils ont publié dans des journaux collaborationnistes. C'est de savoir aussi s'ils ont participé à des groupements collaborationnistes. En ce moment, il y a un film que je n'ai pas encore vu qui sort sur les écrans et qui parle de Jean Lucher. Par exemple, le groupement de la presse corporative de Jean Lucher, bien entendu, dans le questionnaire, on demande aux journalistes s'ils en ont fait partie. On veut savoir aussi s'ils ont fait des voyages en Allemagne pour aller faire des reportages, les fameux voyages en Allemagne, des intellectuels et journalistes français. On veut savoir tout ça pour, en effet, ne pas leur attribuer la carte de journaliste professionnel. Dans les faits, ça s'avérera beaucoup plus complexe. Et alors, il y a peut-être quelque chose qui est très important à préciser à ce stade, c'est que dans cette période limitée, pour exercer son métier de journaliste, pour travailler dans un journal, il était obligatoire d'avoir la carte de journaliste. Alors qu'aujourd'hui, on peut très bien exercer pour un journal, travailler pour un journal sans avoir la carte de journaliste professionnel. Là, c'était obligatoire dans cette période pour justement rendre efficiente cette, entre guillemets, cette épuration, disons le mot. Oui, alors même si, alors là, ça y est, là j'ai un trou de mémoire, mais c'est Catherine qui va, même s'il y a un article à un moment donné de loi, c'est en 56 ou qui relativise cette notion du fait d'être journaliste sans être, parce qu'il faut quand même prouver alors en fait oui, en 45-46 c'est le seul moment où la carte de presse est obligatoire en France. On peut sinon exercer sans carte, la profession est une profession ouverte. En revanche, dans l'audiovisuel public, depuis 49, la carte de presse est exigée. Et dans la convention collective de travail des journalistes professionnels, il y a un article qui stipule que théoriquement, on ne peut pas exercer plus de 3 mois sans avoir une carte de l'année. Voilà. Ce qui est une forme de nuance, mais effectivement, la profession reste ouverte et on peut exercer sans carte. Alors, on va poursuivre, alors peut-être de façon peut-être moins détaillée, mais pour ensuite parler avec Julia et puis pour avoir un échange avec la salle. Anne Mathieu, toujours quand même, qu'est-ce que vous avez pu tirer de l'exploitation de ces documents? Qu'est-ce qui n'apparaissait pas dans vos recherches précédentes et que vous avez pu mettre en évidence à travers l'exploitation de ces documents? Alors, je vais vous répondre, mais je fais juste une incise en indiquant que quand on dépouille les dossiers des années 30, de partir de 36, on retrouve néanmoins des constantes avec les dossiers postérieurs. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et qui tiennent notamment aux pièces que Catherine Losac a signalées tout à l'heure. Donc qui engendrent des réponses qui sont absolument similaires, contexte de l'épuration ou non. Voilà. Alors ce que j'ai vu dans ces dossiers, déjà, c'est que tout prend corps. Parce qu'en fait, quand on travaille, comme c'est mon cas depuis longtemps, sur les journalistes des années 30, 40, 50, mais surtout de l'entre-deux-guerres, la plupart du temps, on n'a pas de photos. Alors, sauf une minorité de journalistes. Mais la plupart du temps, quand on travaille sur environ 250, 300 journalistes comme moi, on n'a pas les photos. Et là, on ouvre les dossiers. Et qu'est-ce qu'on voit? Des journalistes sur lesquels on a travaillé pendant des années, souvent qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit?
une photo. Alors là, moi, j'ai des souvenirs extraordinaires des débuts. On peut aussi, on découvre aussi des écritures. Je dis on peut aussi parce que certains journalistes, j'avais vu leur écriture ailleurs dans des fonds manuscrits, notamment à Richelieu. L'écriture manuscrite, c'est ça, parce que leur écriture, voilà. on la voit imprimée. Mais... Voilà, donc mais là, tout d'un coup, on voit leur écriture. Alors, mais bien entendu, il y a plein de choses aussi qui font sens. Hein, parce que, ah tiens, il écrit comme ça. Ah tiens, elle écrit comme ça. Ah, elle a l'air bien énervée, là, ce jour-là. Enfin, vous voyez, donc il y a tout ça. Donc, en fait, il y a une... Et c'est ça qui est fabuleux, quelque chose que enfin, c'est qu'il y a une abolition du temps. C'est-à-dire que soudainement, on est vraiment dans cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose que j'avais ressenti auparavant énormément, moi, dans mon dépouillement des périodiques et dans l'analyse des articles, par le biais des reportages, mais pas par l'intermédiaire des autres articles. Et là, par le biais des dossiers professionnels, il y a ça qui arrive, quoi. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et j'ajouterais seulement, pour terminer, que aussi, on est dans une situation... Alors ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Je l'ai compris, en fait, en rédigeant le livre, quand j'ai commencé à rédiger le livre, il y a 1 an et demi. C'est le fait qu'on est dans un endroit dans lequel on n'aurait jamais dû être. C'est-à-dire que ces journalistes qui remplissent leurs dossiers, donc ça, je l'explique dans le livre, mais jamais ils n'auraient pu supposer qu'à un moment donné, des dossiers professionnels, quelqu'un allait les lire qui n'a pas à les lire, je veux dire, fondamentalement. Vous voyez ? Alors que quand ils publient leurs articles dans la presse, bon, ben là, ils savent bien qu'ils s'adressent à un lecteur. Là, le seul lecteur auquel ils devraient s'adresser, et auquel ils s'adressent, c'est la commission, les commissaires, la secrétaire ou les secrétaires de l'époque, et puis c'est tout. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire on pénètre dans les coulisses. Alors, c'est très intéressant, et je me mets dans la peau d'un demandeur de cartes aujourd'hui. Il n'imagine pas que dans 50 ans, des chercheurs viendront lire toute la correspondance qu'il envoie à la commission de la carte. Alors que pourtant, ça fera partie des archives publiques et ça pourra être exploité. Hein. Mais c'est vrai que c'est très intéressant cet aspect-là. Bien, donc merci Anne pour ce témoignage. Je me tourne maintenant vers Julia Cagé. On l'a dit, hein, vous êtes économiste, mais vous êtes aussi historienne. Et c'est avec ces 2 casquettes que vous êtes penchée sur les archives de la Commission de la Carte il y a une dizaine d'années, je crois, déjà. Hein, c'était en 2015. Et tout ça pour tracer les évolutions du métier de journaliste en France depuis plusieurs décennies. Alors, vous allez nous dire quelles données vous avez exploitées, mais avant ça, qu'est-ce que vous vouliez mettre en évidence en matière d'évolution du métier de journaliste ? Je vais répondre à la question, mais il y a d'abord une... Je ne sais pas si c'est une correction, mais une précision, parce que plusieurs fois, Catherine nous avait dit que vous n'étiez pas des archives professionnelles. Enfin, ce qui est vrai, et je comprends. En même temps, moi, j'ai beaucoup travaillé aux archives, un peu partout, à Fontainebleau, à Pierrefitte, etc. Et je tiens quand même vraiment à souligner la qualité du travail d'archiviste de classification et de connaissance des dossiers à la carte de presse. C'est-à-dire que non seulement tout est d'une facilité d'accès par le tri, c'est-à-dire par la rigueur de la classification à la carte, mais en plus, à chaque fois que nous, comme chercheurs, donc je ne sais pas, moi par exemple, dans les années récentes, il m'est arrivé de travailler sur les évolutions du paysage audiovisuel, donc assez systématiquement, vous allez chercher les radios et les télévisions, sauf qu'en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de médias audiovisuels qui sont classés comme agences, et moi, comme systématiquement, comme chercheur, je n'aurais pas pensé exempter. Et en fait, vous allez, du coup, vous remontez un étage, là où il y a un peu plus de lumière et un peu moins de poussière. Il y a toujours quelqu'un à la carte pour vous éclairer là-dessus. Et au départ, quand je travaillais, il n'y avait pas encore de numérisation, donc toutes les demandes étaient en papier. Et moi, Polo, qui travaillait en bas, pour moi, c'était un archiviste. Alors, il n'était sans doute pas formé comme archiviste, mais en tout cas, la relation que j'avais avec lui, c'était la même que je peux avoir comme chercheuse quand je vais aux archives nationales. Donc voilà, je ne dis pas ça pour que vous passiez de 14 à 140 demandes l'an prochain. Mais cependant... Voilà, je tiens à dire que quand même ces archives sont dans un très bon état. Alors ça dépend des années, mais ça c'est pas de votre faute. C'est-à-dire, quand vous commencez à sortir des dossiers de 48 ou 49, ça s'effrite un peu, mais ça c'est le malheur du papier. Mais voilà, il y a quand même un travail assez formidable qui est fait de ce point de vue-là. Ensuite, moi, ce que je voulais chercher, je pense que je suis partie d'un travail où au départ, depuis que je me suis intéressée à cette question de l'économie des
des médias, ce qui m'a quand même beaucoup frappé en prenant les premières statistiques agrégées. D'ailleurs, je veux aussi dire qu'au-delà du travail d'archives, si vous allez sur le site de la Commission de la carte de presse, il y a énormément de données agrégées sous plein de formats avec des infographies que vous pouvez télécharger sur l'évolution du nombre de journalistes, etc. Donc c'est déjà très utile dans une approche purement quantitative. Et en fait, quand vous prenez ça, la première chose qui est vraiment frappante, c'est pas tant, oui, si vous prenez depuis 45, le nombre de demandes de cartes de presse a augmenté, puis à partir de 2010, ça s'est un petit peu effrité. Mais moi, un des premiers graphiques que j'avais fait, même dans Sauver les médias, c'est que j'avais normalisé ça par la taille de la population active en France. Oui. C'était de voir en fait que ça faisait quand même longtemps que cette profession de journaliste était quand même en train de diminuer en importance relative. Et j'ai voulu un peu mieux comprendre dans quelle mesure c'était une profession qui s'était aussi précarisée. Et c'était extrêmement important pour moi parce que je pense que, vous savez, tous les ans, il y a le baromètre La Croix, etc., qui est publié sur les journalistes, la profession de journaliste, la manière dont ils sont perçus. On voit une défiance croissante. Et en fait, dans ce discours autour de la défiance, il y a l'idée selon laquelle les journalistes seraient proches des puissances d'argent, du pouvoir de l'argent, etc. Et ce qui est extrêmement frappant, en fait, c'est que les gens n'ont pas de connaissance de la réalité de cette profession. Et donc, en étudiant notamment l'évolution des rémunération des journalistes, en la comparant ensuite, en s'appuyant sur des enquêtes emploi, qui sont des enquêtes qui vont être disponibles au niveau de l'INSEE, justement à diplôme donné, en fait, on voit que c'est une profession dont on sait déjà, c'est pas moi qui ai inventé, c'est-à-dire qu'on sait sur les années récentes que c'est une profession, la durée de vie d'un journaliste de carrière, c'est beaucoup effrité au cours des dernières années, mais en fait, ce qui est vraiment frappant, c'est les tendances. Moi, j'aime bien les tendances longues, c'est-à-dire que dans les années 60 ou 70, à un niveau de diplôme donné, un journaliste, c'est quelqu'un qui était relativement bien rémunéré. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est tout à fait précaire. On voit des phénomènes qui sont aussi assez frappants, surtout quand on les documente. C'est un peu comme la profession d'enseignant, c'est-à-dire que c'est une profession qui s'est féminisée en même temps que c'est complètement précarisé. Et donc, c'est assez intéressant d'étudier ces tendances et de chercher aussi à comprendre finalement ce qui permet de les expliquer et si elles sont complètement homogènes à l'intérieur de la profession, si ça varie justement en fonction des secteurs. Et puis ensuite, il y a mais ça, vous connaissez aussi bien que moi, c'est pire, c'est-à-dire que vous rentrez dans ces... Donc moi, j'y allais plutôt avec une idée quantitative, c'est-à-dire de collecter un peu des données en masse. Mais voilà, on tombe sur des documents qui sont absolument passionnants. Donc en fait, on y passe beaucoup trop de temps quand on a affaire au papier. Et des choses qui m'ont frappé, par exemple, tout à l'heure, vous parliez des conventions collectives. C'est dans les échanges, par exemple, qu'on trouve parfois dans les bordereaux collectifs entre la carte et les employeurs. Il va y avoir la question de savoir est-ce qu'on a un titre de PQD, de presse quotidienne départementale ou régionale. Parce qu'en fait, c'est pas la même convention collective et vous devez payer vos journalistes plus si vous êtes régional. Il y a vraiment des titres qui disent non, nous, on est départemental, on n'est pas régional parce qu'en fait, ça protège surtout les journalistes. C'est-à-dire qu'en fait, officiellement, un journaliste ne peut pas être titulaire de la carte de presse s'il n'a pas une rémunération qui correspond au statut de sa convention collective. Donc c'est aussi assez intéressant, je trouve, de voir ces bras de fer entre la carte et les employeurs, là où finalement, d'une certaine manière, la carte défend les intérêts des journalistes, même si, pareil, ça fait partie des perceptions, je pense, à déconstruire. En fait, dans les médias, on parle quand de la carte, on parle de la carte quand c'est... Je ne sais plus qui c'était, je pense que c'était Pascal Clark, où voilà, quand vous avez un journaliste connu à qui elle est refusée, tac, tout d'un coup, on se met à parler de la carte. Mais en fait, c'est assez intéressant d'essayer de comprendre les refus de carte. Et notamment, la plupart des refus de carte sont quand même liés à des rémunérations qui sont insuffisantes. Et quand vous refusez la carte pour des rémunérations insuffisantes, en fait, c'est le journaliste que vous voulez protéger. Quand on va dire qu'on ne va pas donner la carte à quelqu'un qui a le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas contre le journaliste, c'est pour protéger les journalistes et forcer les médias à ne pas payer les journalistes en facture. Et je trouve aussi de faire cette histoire-là, à travers, y compris les échanges en fait, entre la carte et les employeurs, ça permet aussi de voir l'évolution de la profession, alors, notamment sur la question des refus liés au statut d'auto-entrepreneuriat, c'est aussi une autre des dimensions de la précarisation. Il y a aussi des éléments que vous avez pu mettre en évidence, c'est l'évolution du paysage des médias en France sur une période assez longue, sous l'effet des concentrations capitalistiques. Et vous l'avez notamment mis en évidence au niveau de la presse quotidienne nationale et de la PQR, avec le nombre de titres qui a baissé et les effectifs dans les rédactions qui ont sensiblement diminué aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez frappant. Alors ça, c'est extrêmement frappant. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait au départ historiquement. Donc de voir la concentration du secteur, la baisse du nombre total de journalistes, la baisse du nombre de journalistes
par titre et de documenter cette précarisation-là. Et tout ça, vous avez pu... ça, c'est beaucoup grâce au bordereau collectif. Voilà, J'ai c'est ça. beaucoup travaillé avec La source, ce sont bien les archives de la Commission de la Carte. Ah oui, c'est que les archives de la Commission. En fait, c'est extrêmement compliqué sinon. Donc, en fait, vous avez des archives aux archives nationales qui sont les archives de la culture, donc qui étaient à Fontainebleau, qui sont passées à Pierrefitte, sachant qu'il y a un certain nombre de cartons. Quand je dis que vous avez des bonnes archives qui sont plus accessibles, parce qu'en fait, ils n'ont pas tout désamianté en fait ce qui était à Fontainebleau, donc il y a des cartons auxquels les chercheurs ne peuvent plus accéder, donc heureusement qu'on a des sources de données Parlez alternatives. peut-être plus dans le micro parce que je ne sais pas si au fond on vous entend bien. Et du coup dans les années 50, 60, 70, les médias papier, donc tous les titres de presse quotidienne régionales et départementales et nationales notamment, doivent remplir finalement un 4 pages qui doivent renvoyer au ministère de la Culture qui a versé ces archives, où là vous allez avoir un certain nombre d'informations sur la circulation, sur le prix de vente, le prix de l'abonnement, et un tout petit peu d'informations sur la masse salariale et le nombre de journalistes. Mais d'abord, l'information est complètement incomplète et surtout, ça s'arrête à partir des années 80. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes des archives en général, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à passer beaucoup de choses en numérique, en fait, on perd de la trace papier. Alors que là où on a le papier, ça a duré. Donc en fait, on n'a pas vraiment de sources d'informations extrêmement fiables et de longue durée sur l'évolution des effectifs. Et d'ailleurs, il y a ce travail qui est mené depuis un certain nombre d'années par Jean-Marie Charon. Mais voilà, faut voir quand même la difficulté du travail. C'est-à-dire que ce que fait Jean-Marie Charon, c'est qu'il va enquêter les journalistes. Il va faire des grandes enquêtes pour savoir est-ce que vous êtes encore journaliste, pour voir comment a évolué la profession. Donc on manque d'informations centralisées. Et la source unique de ce point de vue-là à laquelle on peut avoir accès comme chercheur, c'est vraiment les archives de la carte. Donc au départ, j'ai étudié ça, et en fait là, la question qui m'intéresse de plus en plus, et c'est là où c'est extrêmement intéressant aussi d'avoir les cartes honoraires aux archives de la carte de presse, et puis aussi d'avoir les cartes, parce que vous avez les cartes honoraires, et vous pouvez aussi avoir des cartes quand vous n'êtes pas journaliste en période de chômage, donc pendant 1, 2, 3 ans, on peut avoir des transitions. C'est qu'en fait, on peut étudier aussi les trous de carrière. Et en fait, on peut aussi voir des gens qui quittent la carrière de journaliste, mais comme on a de l'information sur leur date de naissance, potentiellement aussi, on peut toujours faire des hypothèses sur l'âge de départ à la retraite, mais bon, on peut quand même à la louche savoir ceux qui ont changé de profession versus ceux qui sont partis à la retraite, même s'ils n'ont pas demandé une carte honoraire à la carte de presse. Et ça, par exemple, ça permet d'étudier dans quelle mesure ce qui avait été créé au même moment, en fait, 35-36, que la CCJP, c'est-à-dire toute la notion de clause de cession et de clause de conscience, sont encore opérantes aujourd'hui. Parce que quand même, la clause de cession, pour moi, ça avait un sens si ça permettait, et la clause de conscience de la même manière, à un journaliste de partir dans de bonnes conditions pour aller retrouver un employeur dans le secteur des médias. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on ne les voit plus. Les journalistes, on les perd beaucoup dans les données de la carte. Alors, quand on les perd complètement, ensuite, moi, comme chercheur, du coup, j'essaie de les trouver avec d'autres sources d'informations. Mais enfin, essentiellement, on doit juste faire l'hypothèse qu'ils sont partis faire une autre profession et on n'arrive plus à les suivre derrière. Une question encore. Vous travaillez sur des grandes masses, sur des données statistiques. C'est la nature c'est la matière sur laquelle vous travaillez. Sauf que dans votre travail à la commission, vous avez accès à des dossiers et donc c'est vous qui êtes en charge de l'anonymisation de ces dossiers. Vous voyez passer quand même des données personnelles, mais que vous évacuez, que vous oubliez pour ne retenir que des éléments statistiques, c'est ça? Alors, deux choses. On a signé avec la commission et Pascal Urbanski et Sciences Po Paris, le département juridique. Donc, moi, je suis chercheuse. Je suis rattachée à une université. Mes recherches sont financées en plus par la Commission européenne, ce qui fait qu'en fait, tout ce que je fais comme recherche est complètement protégé par la RGPD. De la même manière, d'ailleurs, que je pense n'importe quel chercheur qui utiliserait les données de la CCJP. Mais alors, du côté de Sciences Po, si vous voulez, quand vous signez une convention de recherche, on a les mains à peu près 4 fois liées, parce que comme c'est une grosse université, en plus on est beaucoup sujet au contrôle de la CNIL, donc on est lié par des conventions qui permettent d'avoir des utilisations finalement non individuelles de données qui peuvent être individuelles à la base. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je travaille jamais en fait sur les données individuelles, puisque ce qui m'intéresse, c'est les évolutions de long terme. Donc en fait, je travaille pas sur les données, sur les dossiers individuels, mais je travaille sur les bordereaux collectifs. Ensuite, sur les bordereaux collectifs, il y a quand même le nom des journalistes. C'est la seule information que vous avez sur les journalistes, que je rentre jamais. Et ce qu'on a fait, en fait, est-ce qu'on avait décidé pour garantir... Il y a aussi les salaires. Voilà, c'est pour ça qu'on ne rentre pas les noms.
Mais à partir du moment où je rentre les salaires, c'est particulièrement important. Donc, en fait, ce qu'on a fait et la manière dont on a signé la convention, ce qui a été validé par le département juridique de Sciences Po, c'est de rentrer en fait, au départ le numéro de la carte de presse, qu'il faut quand même avoir un moyen de suivre les journalistes, en fait, de faire une clé d'anonymisation, de supprimer les numéros des journalistes. Et en fait, on a une clé. En fait, vous générez par une technique de hashing une clé qui vous permet pas de backward. Enfin, de faire du réingéniering. Vous ne pouvez pas retrouver le numéro de carte derrière. Voilà, c'est ça le travail d'anonymisation que je fais. Donc pour le coup, c'est beaucoup moins individuel, c'est beaucoup plus massif, mais bon, ça permet des conclusions qui sont des conclusions différentes. Et je crois que c'est justement ça, en fait, l'intérêt de notre fonds, c'est cette complémentarité entre un fonds patrimonial et individuel et un fonds contemporain, toujours vivant, et de masse de données socio-économiques. Je crois que c'est pour ça que vous vous intéressez à nous. Et c'est pour ça qu'on vous a réunis l'une et l'autre à cette table, puisque vous incarnez deux approches différentes qui permettent de mieux comprendre ce métier de journaliste sur des périodes longues et de faire part de toute la richesse que recèlent les archives. Alors, est-ce que on va rentrer dans la discussion, mais est-ce qu'avant ça, on fait une petite césure aussi? Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce qui vient d'être dit, ou est-ce que vous voulez qu'on avance un peu dans la discussion? C'est le micro. Alors, tenez, je vois quelques mains qui se lèvent. Tout au fond. Et puis, alors, présentez-vous rapidement et puis faites votre remarque. Bonjour, moi c'est Jérémy Spilewski et je suis le secrétaire d'Un bout des médias, donc l'association présidée par Julia Cagé. J'ai une question justement sur par exemple les données URSAF ou France Travail. Est-ce qu'il y a un intérêt, je me doute que la profondeur historique n'est pas du tout la même, mais est-ce qu'il y aura un intérêt de croisement pour aller voir les déclarations sociales nominatives qui permettraient de savoir si justement ils ont changé potentiellement d'emploi et voilà, certains croisements qui peuvent exister. C'est une question que je me posais. Il y a deux choses. Un, il y a les données de l'enquête emploi qui sont extrêmement précises. Le problème, c'est que la profession de journaliste est très mal définie dans l'enquête emploi, donc ça va rentrer dans une catégorie plus large que être une. Alors c'est pas profession intellectuelle supérieure, ça va quand même être plus étroit que ça. Mais une des choses que j'ai faites notamment, c'est en fait croiser ce que j'ai collecté comme masse de données avec la définition, on va dire, du journaliste telle que définie par la CCIJP, et ensuite derrière ce qu'on va avoir dans l'enquête emploi et comparer l'évolution des niveaux relatifs de salaire, mais sachant que c'est pas exactement le même objet. La deuxième chose, nous, ce à quoi on a accès comme chercheurs en faisant une demande auprès de ce qu'on appelle le CASD, donc c'est la convention d'accès sécurisé aux données. Donc en fait, ça c'est une convention qui réunit toutes les. Donc quand vous avez accès aux données fiscales anonymisées, par exemple, pour un chercheur, vous passez par le CASD. Donc on a accès à ce qu'on appelle les DADS, qui sont des données d'entreprise, où vous pouvez à l'intérieur des DADS identifier les entreprises de presse. Donc là, on peut vraiment travailler sur la masse salariale, y compris en fait dans les données du DADS, vous avez un identifiant unique employé, ce qui vous permet aussi d'identifier des journalistes, ou des salariés. En fait, les DADS, c'est l'ensemble des entreprises en France au-delà de 10 salariés. Donc vous allez avoir quasiment l'ensemble des médias. Ça vous permet de les suivre. Le seul problème dans les DADS, c'est que vous n'avez pas la profession. C'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de masse salariale globale. Vous allez avoir un nombre d'employés, mais ça va être difficile de séparer entre un journaliste, un secrétaire de rédaction, etc. Puis quand on travaille, ce qui est très intéressant avec les données de la carte, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a quand même la question du pigiste. Et en fait, les pigistes, à partir du moment où ils pigent suffisamment pour un média, ils vont être rattachés quand même à ce média. Donc ça fait aussi une source intéressante d'utilisation de données. Pour ce qui est les données URSAF, je pense qu'à de très rares exceptions, notamment de chercheurs qui travaillent avec l'URSAF, aujourd'hui, elles ne sont pas versées au CASD. Donc je ne pense pas que les chercheurs y aient accès. En tout cas, ce qui me paraît complètement impossible. Enfin, ça, il faudrait demander un appariement, mais étant donné que les données de la carte, en tout cas avant la période où les données de la carte n'ont pas été numérisées, il n'y a jamais eu d'appariement qui a été fait entre les données de la carte et les données de l'URSSAF. Ça pourrait être demandé, mais alors dans ce cas-là, il faudrait, je pense, quand même un accord de la direction de la DGMIC, en plus de la CCJP. Et ça pourrait se faire que sur la sous-période où il y a
Il y a numérisation, mais ça serait compliqué parce que dans ce cas-là, il faut que l'appariement, je pense, soit fait par la carte de presse. Donc, comme tout à l'heure, vous disiez que vous étiez à la recherche de ressources, je pense que c'est compliqué. Mais voilà, vous avez ces 3 grandes bases. En gros, il y a les enquêtes emploi, mais ça vous dit quelque chose sur une profession qui est mal définie. Vous avez le DADS, ça c'est bien pour étudier les entreprises de presse en elles-mêmes, mais ça ne vous permet pas vraiment de comprendre la profession de journaliste. Et derrière, vous avez les données de la carte de presse. Mais alors là, pour le coup, vous avez un peu le défaut inverse, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez avoir dans les données de la carte de presse uniquement les journalistes tels que titulaires de la carte de presse. Ce à quoi je dois rajouter le fait, puisqu'on a les données de salaire, c'est que la définition salariale dans les données de la carte de presse et dans les données du DADS n'est pas exactement la même, que en fait, ça varie, notamment toutes les questions fiscales entre le brut et le net en fonction de votre niveau de salaire. Donc ensuite, derrière, on fait tourner des simulateurs en fait, pour essayer de matcher les différents chiffres de salaire. Mais voilà, il faut être un tout petit peu attentif quand on fait les comparaisons, parce qu'on pense qu'on parle d'un chiffre, le salaire qui est le même, mais quand la définition n'est pas la même, en fait, ça peut faire des écarts qui sont relativement conséquents, y compris dans leurs évolutions en fonction des réformes de la fiscalité salariale. Alors Catherine, une petite précision. Oui, alors peut-être un tout petit peu à côté de la question, mais néanmoins, je vous disais tout à l'heure, on a actuellement presque 380 000 objets numériques dans nos archives. Évidemment, nous sommes nous aussi extrêmement vigilants sur la RGPD et il y a des pièces qui sont archivées un certain temps et qu'ensuite nous allons enlever de nos archives parce qu'elles n'ont pas vocation à y rester avec les nouvelles normes RGPD. Mais néanmoins, comme nous sommes un intérêt pour les chercheurs, dès que nous avions mis en place notre système numérisé de demande de cartes, nous avons intégré un certain nombre de demandes qui sont juste un tout petit peu à côté de la demande de carte de presse, mais pour que eux puissent justement dans leur recherche pouvoir avoir des éléments chez nous qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs, tout en respectant bien sûr le règlement RGPD. Voilà juste la petite insiste que je voulais faire. Merci Catherine. Il y avait une deuxième question ou remarque. Alors même consigne, vous vous présentez. Lise Pressac, journaliste, ancienne d'Europe 1. Et du coup, moi j'avais 3 questions, donc je vais en choisir qu'une parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Enfin, j'avais une remarque quand même par rapport à la protection des journalistes. Première question sur les échanges qu'on a beaucoup par mail. Moi j'ai connu le dossier papier, mais maintenant on échange énormément par mail. D'ailleurs, vous êtes très réactif, je tiens à le souligner. Comment est-ce que vous, du coup, consignez ces nouvelles formes d'échange au niveau des archives ? Est-ce que vous le faites ou pas ? Oui, tout à fait. Dans le dossier numérique des demandeurs, ça fait partie des 380 000 éléments qu'on garde. Mais c'est vrai qu'on se questionne beaucoup. Parce que ce que disait Anne Mathieu tout à l'heure, c'est que quand on découvre un dossier, c'est pas un dossier administratif en fait. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement vivants. Donc, qu'est-ce qu'on va garder des dossiers aujourd'hui numérisés ou pas ? Bon, sachant qu'il y a effectivement le RGPD sur lequel il faut qu'on soit extrêmement strict. Enfin, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais par exemple, vous voyez, en début d'année dernière, il y avait la commémoration des 10 ans des attentats à Charlie Hebdo. Donc, moi, j'ai réouvert les dossiers des 8 journalistes qui ont été assassinés. C'est une émotion considérable, en fait, d'ouvrir ces dossiers. Donc, on a conscience, en fait, du trésor qu'on a et du trésor qui se constitue de fait aujourd'hui, et donc d'avoir une qualité qui se maintienne dans le temps, si le temps nous permet d'aller bien au-delà des 90 ans. Donc voilà, ces mails sont aujourd'hui la trace, même si on n'a pas l'écriture manuscrite, mais c'est aujourd'hui un petit peu la chair entre les journalistes et leur instance professionnelle. Donc on se questionne beaucoup voilà, sur ce qu'il faut qu'on garde, comment on le garde, en quoi ça peut être pertinent pour l'avenir. C'est vraiment dans notre questionnement aujourd'hui. Je peux poser une deuxième question ou pas ? Peut-être juste une petite précision d'Anne Mathieu sur ce point, et puis deuxième question. Avec le souci néanmoins, outre la réflexion que vous menez, auquel sont confrontés tous les centres d'archives, notamment qui travaillent justement sur le monde professionnel, c'est que les courriels en fait sont beaucoup plus périssables que les traces papier.
Le format numérique, en fait, si on en fait des dossiers, à un moment donné, ce ne sera plus utilisable. Donc, il se pose notamment la question dans des centres d'archives, parce qu'ils ont essayé de faire des CD, par exemple. Enfin, ils essayent de trouver un certain nombre de supports, d'imprimer les courriels. Mais vous vous rendez compte le problème que ça pose. Mais sauf qu'en fait, dans les discussions entre les archivistes, c'est une discussion qui est au cœur de leur métier et en fait qu'ils ont du mal à résoudre, puisque la seule solution viable, ce serait d'imprimer les courriels. Sachant qu'en fait, il y a eu des problèmes sur des archives comme ça, parce qu'en fait, le courriel, en justice, peut être considéré comme privé, une correspondance privée, là où en fait une lettre manuscrite était considérée uniquement comme une correspondance professionnelle. Donc ça rend même difficile, même si on savait les archiver, ça rend difficile le traitement de correspondance dont on ne sait pas définir le statut d'un point de vue juridique. Alors, peut-être la deuxième question, Oui. et puis ensuite... Ok. Question sur la précarisation du métier, je trouvais ça très intéressant. Comment est-ce que vous avez arrivé à le documenter? Si justement on étudie les bordereaux auxquels on est rattaché, 20 ans que je suis pigiste, le problème, comment est-ce qu'on trace le fait que la précarisation passe aussi par la multiplication des médias avec lesquels on travaille? Comment est-ce que vous arrivez à documenter ça, et comment est-ce que vous avez réussi à constater cette précarisation au fil du temps? La première chose, c'est vraiment l'évolution de la rémunération moyenne, et puis l'évolution de la rémunération au cours de la carrière, notamment en fait une fois que vous faites un certain nombre de corrections, très simples, mais en fait vous allez normaliser, vous allez corriger pour l'inflation, puis ensuite vous allez normaliser, pour le coup les enquêtes emploi c'est très utile parce qu'on peut essayer de contrôler à niveau équivalent de diplôme l'évolution de la rémunération de la profession de journaliste par rapport à celle des autres professions. Donc là on a vraiment une précarisation qui se voit très clairement. Ce que vous venez de souligner, moi je l'ai pas encore étudié. Moi, j'ai étudié la durée des carrières des journalistes telles que je les ai observées, notamment les sorties de métier. Ce que je ne regardais pas, en fait, il y a encore 10 ans, pour être tout à fait honnête. Le renouvellement des questions s'accélère au fur et à mesure que la crise, je pense, de la profession s'accélère. Et notamment, en fait, ce que j'ai fait lors de mes derniers travaux à la carte, c'était vraiment d'aller documenter dans quelle mesure des journalistes qui disparaissaient d'un bordereau collectif avaient disparu d'un bordereau collectif et avaient demandé une carte honoraire, étaient partis au chômage. Vous pouvez les retrouver sur d'autres bordereaux collectifs où ils étaient juste sortis de la profession. Mais je pense qu'ensuite, regardez, vous avez raison, la multiplication du nombre d'employeurs, ça fait partie des dimensions de cette précarisation, mais avec deux mesures très simples. Et je pense que c'est important quand même, la mesure de rémunération, encore une fois, quand on veut déconstruire les perceptions qui sont fausses, c'est-à-dire montrer que c'est un métier où en fait on est moins payé que ce que gagnent en moyenne des gens qui ont le même niveau de diplôme, le même niveau d'ancienneté. C'est quand même quelque chose qui est relativement important à faire et je pense d'utilité publique en fait d'une certaine manière. Après, sur la précarisation, il y a nos données publiques qui sont bien moins, affinées, parce que nous, on est sur les grandes masses des demandes. Mais nous, ce qu'on voit presque depuis que la carte existe, c'est une évolution croisée entre les personnes qui sont en CDI posté et les personnes qui sont en CDD, plus les personnes qui sont à la pige, où il y a un plateau qui monte pendant que l'autre descend et qui est encore plus marqué au niveau de l'inversion des tendances sur les premières demandes de cartes. Donc là, vous les avez sur nos statistiques 2025, je les ai devant le nez, mais c'est vraiment une courbe lente, mais vraiment constante, où on est là maintenant, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'on est à plus d'un quart en fait, de personnes qui sont soit à la pige, soit en CDD. Et au niveau des premières demandes, c'est très largement majoritaire, les personnes qui rentrent dans l'emploi de journaliste. Alors, j'ai aussi beaucoup de mal à dire toujours pigistes précaires, parce qu'il y a des pigistes qui vivent... il ne faut pas faire un raccourci entre pigistes et précarité. Voilà, mais effectivement aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 2/3 des premières demandes qui sont en tout cas pas sur du CDI posté fixe. Voilà, donc ça on l'observe sur des longues périodes, quoi. Alors, on va venir à la question de François Charpentier. Oui. Simplement, je voudrais rappeler, il est 10h37, on n'a donc plus que 20 minutes et on a encore plein de choses à traiter. Mais alors, je vais faire court. Je m'adresse à vous, madame. Vous avez parlé tout à l'heure des regroupements dans la presse régionale.
Et effectivement, j'ai été très frappé ces dernières années par le fait que nos archives disparaissent dans la presse régionale, comme d'ailleurs, comme dans d'autres secteurs. Dès lors qu'il y a des regroupements qui s'opèrent, la trace écrite de ces regroupements disparaît. Pourquoi ? Elle disparaît parce que ceux qui opèrent les regroupements ont intérêt à gommer l'histoire ou à gommer certaines histoires. Je vais prendre un exemple très simple. Le groupe Rossel qui prend la place de je ne sais pas combien de journaux dans le nord et dans l'est de la France, imaginait de fusionner les locales à Calais entre celles de la Voix du Nord avec le journal Nord Littoral. Sauf que Nord Littoral, c'est un journal communiste, et puis La Voix du Nord, c'est un journal gaulliste. Mais il fallait faire disparaître tout ça. Et on a beaucoup de mal, après, à retrouver trace. Alors, j'en parle sous l'autorité de votre président. Il sait très bien que j'ai travaillé sur la presse sociale au début du siècle et que j'ai éprouvé les mêmes difficultés pour savoir comment s'étaient constitués les syndicats des journalistes sociaux. Et ça, je parle des années 1905, à l'époque où naissaient les syndicats. J'ai eu énormément de mal. Et on a remonté le courant, on a retrouvé des témoignages, et pour faire un petit bouquin que vous pouvez trouver là, pour expliquer ce qu'était la presse sociale et comment elle s'est constituée. Pour moi, c'est fondamental. Parce que si cette mémoire qui est très importante disparaît, mais on aura des discours alternatifs, effectivement. Et on voit bien que c'est ce qui arrive. Pour moi, c'est un grand danger. Alors, bravo pour les archives. Je ne savais même pas, mais je savais parce qu'il me l'avait dit. Hein, il m'avait affranchi. J'ai beaucoup parlé de la commission de la carte dans mon bouquin, justement parce qu'il me l'avait dit. Mais je ne savais pas qu'il y avait une telle richesse exploitable par nous-mêmes. On n'y va pas assez. Et à mon avis, c'est dommage. Alors, juste un petit mot. Oui, mais je vais passer la parole à Anne Mathieu. Mais c'est vrai que on travaille beaucoup. Je reviens en arrière. Nous sommes une commission paritaire. Donc, dans nos archives, il y a les dossiers individuels des journalistes. Et Julia Cagé l'a beaucoup dit, il y a aussi les bordereaux des entreprises. Et je pense que cette matière, Julia a beaucoup travaillé dessus dans une période relativement récente, mais depuis le départ, en fait, il y a des bordereaux d'entreprises. Et donc, il y a tout un fonds, je pense, qui mériterait d'être exploité, de fonds anciens, où là, on trouve une multiplicité de titres absolument incroyable. Et nous, quand on a épluché les dossiers des années 36, parce que comme on partait à la recherche des premiers, on a vraiment dépioté, ils disent autrement, les chercheurs, tous les dossiers de 36, mais dépouillés, oui, voilà, dépouillés, nous avons dépouillé. Et il y a cette pièce qu'on demande aussi du certificat employeur. Et donc, on a trouvé des papiers en tête d'entreprises et de titres dont j'ignorais totalement l'existence. Donc, il y a une richesse qu'on peut trouver là, qu'on trouve peut-être plus dans d'autres archives et qu'on a encore, dont on n'avait peut-être pas la conscience comment dire, de la richesse, en fait, qu'on a encore et qu'on n'a absolument pas inventorié. Il y a beaucoup de travail. Si vous connaissez des chercheurs, faites-les venir. Anne, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Catherine Lozac. Il y a un énorme travail de recherche à faire sur justement les bordereaux d'entreprise, sur aussi les commissaires, côté journaliste comme côté employeur. Et sur les commissaires, côté journaliste, nous avons les dossiers, puisqu'ils sont journalistes, enfin, quand ils ont été conservés, les 10 dossiers. Mais sur les commissaires employeurs, justement, à un moment donné, je m'étais dit, bon, il faut aussi que je cherche qui sont les commissaires employeurs qui signent les dossiers. Mais là, j'ai dit non, c'est un autre travail. Donc, il y a en effet tout ça à faire. Mais je voulais en fait dire quelque chose que, par rapport à ma collègue, moi, j'ai la chance de travailler sur des journalistes morts. Donc, en effet, j'ai leur nom, ce qu'ils font, etc., etc. Mais il y a aussi le revers de la médaille, parce qu'au début, la première année et demie où j'étais 15 jours par mois à la CCIJP, j'ai beaucoup, beaucoup sollicité l'équipe, notamment Emmanuel qui est là, Polo, Marjorie, Laurent.
et pour leur demander des renseignements sur ce qu'il y avait, sur des tampons que j'ai trouvés dans les dossiers. Et la question, elle demeurera toujours à l'état d'inconnu, parce que à chaque fois, on me disait « Ah ben non, mais qu'est-ce que c'est que ce tampon ?» Alors j'arrivais, je le montrais. « Ah non, mais on ne sait pas. » Mais oui, alors là, j'en ai aussi un autre. « Ah ben on ne sait pas. » Donc c'est bien de travailler sur des journalistes morts, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut savoir et qu'on peut dire. Mais il y a des éléments, en revanche, qui demeurent. Et là aussi, d'ailleurs, ça veut dire qu'il y aurait aussi un travail spécifique à faire sur tout ça, sur les tampons, sur enfin, il y aurait vraiment un travail spécifique à faire là-dessus. Et par rapport à ce qui a été dit auparavant par vous trois, en fait, et notamment par Julia Cagé et par Catherine Lozac, sur la profession. Alors moi, c'est pas du tout mon domaine, bien entendu, mais dans les dossiers avant-guerre, on demande aux journalistes, donc là j'ai fait une base de données qui avec ça, leur profession antérieure. Donc ça c'est très intéressant. Donc c'est pas du tout, une fois de plus, mon champ de recherche, mais quand même pour essayer de faire une analyse sociobiographique qui là du coup est dans mon champ de recherche, voir en effet ce que font les journalistes avant leur profession est très intéressant. Et puis j'ai consigné aussi l'arrondissement où ils vivent. Enfin, je dis l'arrondissement quand ils sont parisiens, voilà, et leur lieu en province quand ils indiquent. Mais en tout cas, avant, on leur demandait bien la profession qu'ils ont exercée, mais il y a donc très longtemps, hein, on leur demandait la profession qu'ils ont exercée avant. Voilà. Merci. Alors, on va peut-être... Ah, pardon, il y avait une troisième question ? Alors, peut-être... Non, mais... Parce que je pense qu'il y a quand même encore quelques points qui sont intéressants à soulever. Et puis il nous reste maintenant, allez, il nous reste un quart d'heure. Moi j'aimerais savoir, alors avec nos deux chercheuses, quelle est la... Alors Julia en a un peu parlé, mais quand même on va creuser le truc. Quelle est la singularité des archives de la CCIJP par rapport à toutes les autres sources d'archives? Vous avez parlé de l'enquête emploi, de l'URSSAF. Je pense aussi peut-être à la DGFiP, les finances publiques, avec l'allocation pour frais d'emploi. Il y a peut-être des choses qui sont intéressantes à explorer. Je pense aussi au groupe Audience, qui doit avoir des données, à l'AFDAS, qui sans doute aussi a des données, sans oublier peut-être aussi les écoles de journalisme qui doivent avoir des données. Qu'est-ce qui fait que les archives de la commission de la carte sont vraiment une matière à part, qui apporte une valeur supplémentaire? Alors, Julia, peut-être, et puis Anne aussi. Parce qu'ils ont fait leur travail d'archiviste. Non, mais en vrai, c'est vraiment extrêmement frappant. Hein. Je pense que demain, vous allez demander aux écoles de journalisme, à part quelques annuaires qui parfois ont été préservés, en fait, il n'y a pas de données historiques. Et en fait, pour les années récentes, avec la régulation RGPD qui fait qu'on efface tout ce qui est en format numérique et une antériorité supérieure à 3 ans. En fait, il n'y a pas d'archives. Pour faire comme ça cette histoire d'une profession, ce que je n'ai pas encore fait, mais je ne suis pas quelqu'un de très rapide pour faire de la recherche. Mais au tout départ, ce que j'avais envie de faire avec la profession de journaliste, c'est ce que Marion Fourcade a fait. Elle a écrit une histoire de la profession de sociologue. D'une certaine manière, faire quelque chose à la frontière de la socio-histoire, c'est-à-dire vraiment à la fois avoir une approche quantitative pour voir comment le métier a évolué, mais essayer de comprendre ça à la fois d'un point de vue salarial, de précarisation, mais d'évolution même de la profession, de ce qui est intéressant dans les bordereaux collectifs aussi, parce que je suis quand même remontée, moi j'ai commencé vraiment en 45 en fait. Il me manque la période d'avant, mais j'ai pris les entreprises de presse telles que j'ai trouvées en 45, c'est même la définition des différents termes qui sont employés. À chaque fois, il y a un qualificatif qui est défini par une grille, ce qui va dépendre des conventions collectives, et voir comment tout ça a évolué. Et pour être tout à fait honnête, j'ai un peu essayé... Alors le problème, c'est que c'est des archives à chaque fois compliquées où il faut aller sur place. Je pense que le seul équivalent qu'on pourrait avoir, qui ne remonterait pas aussi loin, c'est sur un peu l'équivalent de la carte de presse en Italie. Ils n'ont pas du tout cette profondeur et cette qualité d'archives historiques. Alors ensuite, voilà ce que... Là, j'ai pas envie de critiquer l'enquête emploi. En fait, c'est des données que j'utilise, pour faire des comparaisons internationales. Notamment, vous allez avoir l'équivalent de l'enquête emploi si vous allez sur le site internet du Bureau of Labor Statistics aux États-Unis. On peut aussi faire des recherches. Vous allez avoir une grosse catégorie dans laquelle on va mettre journaliste. Mais vous voyez, c'est jamais précisément le métier ni la profession de journaliste. Et donc voilà. Et ensuite.
mais ça c'est mon côté historienne, je suis un peu une historienne ratée, je sais pas. Mais non, mais je pense que ça vous fait découvrir le fait d'avoir le rapport au papier. Et tout ce qui est resté sur le papier, ça fait découvrir un certain nombre de dimensions à côté desquelles sinon on serait passé. Moi, il y a un truc qui m'avait frappé, là pour le coup, c'était pas aux archives de la carte de presse, mais quand j'avais commencé à étudier ces archives de la Direction générale du ministère de la Culture qui des années 45-50, en fait, il y a des préoccupations majeures dans les années 45-50, c'est l'après-guerre par rapport aux différents médias. C'est ce qui est sur l'allocation du papier. Parce qu'en fait, il y a des restrictions de papier. C'est au niveau du ministère et de l'Intérieur et de la Culture qu'il va y avoir des discussions sur l'allocation du papier. Donc, vous avez à l'époque des lettres manuscrites. Et en fait, on va avoir un moment Malraux, ministre de la Culture, où vous allez avoir en marge des lettres des commentaires liés aux derniers résultats des élections, et notamment des élections législatives de 44, de 45 et de 51 sur le vote communiste. Et ils vont dire, voilà, dans cet endroit-là, il y a eu un vote communiste particulièrement important. Donc, en fait, on va un tout petit peu restreindre le papier. Et ça, c'est écrit en marge. Et en fait, si vous n'allez pas lire le papier, vous avez nulle part, en fait, finalement, d'autres sources qui va vous laisser une espèce de trace et vous donner un peu cette intuition que quand ensuite vous allez étudier l'évolution de la presse et de sa circulation à cette époque-là, précisément, on va dire entre 45 et 55, en fait, la circulation n'est pas une fonction que de la demande, mais aussi de l'offre, et que l'offre est contrainte, y compris par le gouvernement, suite à des préoccupations qui sont des préoccupations purement politiques. Voilà. L'archive papier, et en particulier celle qui a été préservée à la carte de presse, c'est quand même une source de données complètement unique pour comprendre en fait son matériel historique. Anne, est-ce que sur la singularité, l'originalité, le côté peut-être irremplaçable des archives de la Commission de la Carte, qu'est-ce qui fait que vous trouvez là des choses que vous ne trouvez pas ailleurs ? Alors, j'ai déjà un peu dit tout à l'heure avec le manuscrit, la photo. Ce qui est important aussi, c'est la reconstitution justement du parcours biographique, sociobiographique des journalistes. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui m'occupe depuis très longtemps, mais que je reconstitue grâce à l'analyse et à l'étude et à la lecture des articles que j'ai référencés suite au dépouillement. Voilà, donc le reporter, il est passé par tel endroit, il a fait telle chose, hein, puis ou après, même s'il est pas reporter, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il traite. Et là, dans les archives, eh bien, on a aussi, parce que on n'est pas infaillible, hein, des périodiques auxquels ils ont collaboré qui étaient complètement passés à la trappe, malgré des recherches scrupuleuses dans les journaux, dans les périodiques divers et variés. Donc ça, par exemple, des noms de périodiques auxquels ils ont collaboré. Alors c'est d'autant plus important, bien entendu, du côté des reporters dessinateurs, du côté des reporters photographes, parce que la plupart du temps, les dessinateurs sont pigistes, hein, comme vous le savez. Et donc là, il y a énormément de journaux. Et là, on se dit, on en connaît, on a travaillé. Vous dites, oh là là, alors il a aussi... Ah oui, puis alors là, en fait, on pensait que c'était un journaliste qui n'émargeait que dans les périodiques de gauche. Ah ben finalement, oui, il avait besoin de manger. Donc, il allait aussi dessiner ailleurs. Et ça, c'est intéressant, bien entendu. Donc, la commission de la carte apporte tout ça. Et je voulais revenir juste sur un point, sur les commissaires, la correspondance, parce que tout à l'heure, ça a été relevé. Donc moi, c'est une grosse partie de mon livre. Hein, j'y consacre beaucoup de choses. Mais je voudrais rajouter une chose, c'est aussi toutes les annotations en marge. C'est pas que la correspondance. Enfin, là, c'est autre chose. C'est que les annotations, les commissaires qui, sur les demandes indiquent quelque chose du style celui-là il nous fatigue, vous voyez, voilà. Donc ça, si c'est dans le cadre d'une numérisation, il faudrait peut-être, enfin voilà, faut pas oublier de quelquefois c'est un petit feuillet qui s'échappe du dossier et là on a elle pourrait peut-être demander sa carte de journaliste honoraire, quoi. Ça suffit, vous voyez, des choses comme ça. On a repris quelques-uns de ces petits commentaires dans l'expo, justement, notamment sur un dessinateur dont le commissaire se demandait si c'était un journaliste ou un amuseur. Moi, quand je descends les quelques marches pour aller dans les archives, ce que je pense, s'il n'existe nulle part ailleurs, c'est qu'on se sent entouré de la profession, en fait. Il y a... je ne sais pas combien de rayonnages, mais peut-être plusieurs dizaines quand même de rayonnages d'archives. Et il y a quelque chose d'extrêmement émouvant
quand on descend ces quelques marches et de rentrer dans l'histoire de la profession. Mais comme je vous disais, c'est une histoire qu'on sent vivante. On a ouvert pour l'exposition quelques dossiers presque par hasard. Et je vous invite à aller voir une des vitrines où il y a un courrier qui vient du journal local ici, qui est une pépite. Mais on s'est dit... Le journal local, donc la Nouvelle République. Exactement. Je voulais juste faire un petit teasing. Mais ah, pardon. Voilà. C'est... Désolé. Et donc, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas venir à Tours sans avoir quand même une pièce qui vient de la Nouvelle République. Donc, on ouvre... Et c'est un hasard parfait. On tombe, vous allez voir ce trésor. Ben voilà, quand on descend ces quelques marches, on se sent entouré de toute cette histoire de nos prédécesseurs, de ceux qui sont journalistes aujourd'hui. On se sent dans la profession et c'est très émouvant. D'ailleurs, c'est un détail, mais c'est vrai que comme chercheur, on n'a jamais accès au rayonnage. Enfin, je veux dire, en général, vous faites une demande aux archives, les archivistes vont dans les rayonnages et vous montrent les cartons. On a juste accès aux cartons. C'est vrai que là, le fait d'être perdu au milieu du rayonnage, moi, je trouve que ça donne encore une autre dimension au travail. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps et il y a quand même encore quelques thèmes que je pense qu'il faudrait quand même aborder. Il y a ce que vous disiez, Catherine, en introduction, c'est le fait que le métier premier de la commission de la carte, c'est d'attribuer ou de refuser des cartes de presse à 35 000 journalistes qui en font la demande chaque année à peu près. Et vous retrouvez avec une masse d'archives considérable qui intéresse de plus en plus, on vient de le voir. Mais ça, c'est un deuxième métier auquel vous n'étiez pas préparé. Ce n'est pas votre métier de base. Est-ce que... Alors, vous en avez pris conscience de la nécessité de creuser ce deuxième métier, mais comment faire? Quels sont les défis qui se présentent à vous de ce point de vue? Alors, je crois qu'on en a conscience depuis quand même quelques années, voire quelques dizaines d'années, mais le travail est tellement considérable qu'on continue à réfléchir. Après, je voudrais remercier quand même Julia Cagé pour le commentaire qu'elle a fait. Je crois qu'effectivement, l'équipe salariée de la commission de la carte sait aussi le trésor qu'elle a entre les mains, et on a tous... je le disais tout à l'heure, on a une délégation de service public, mais donc on a aussi tous, qu'on soit les représentants de la profession ou les salariés de l'équipe, une volonté de rendre le service le mieux possible. Donc nos archives, elles sont organisées pour être réactifs et répondre vraiment aux demandes des journalistes et des employeurs. Eh ben, le défi, il est multiple et considérable, parce qu'il y a d'abord le défi de conservation. Et là, quand on arrive à 90 ans, sur le papier, il y a des arbitrages qui sont à faire. On a à trouver du financement parce que nous sommes une commission indépendante et professionnelle. Ce n'est pas notre travail de gérer des archives, mais ce sont les nôtres et c'est un vrai trésor. Donc il faut absolument qu'on réussisse à trouver des financements pour les protéger et pour mieux les valoriser, avec un petit serpent qui se mord la queue quand même, parce que pour trouver des financements, il faut avoir un petit peu de temps et d'énergie. Et nos salariés, comme les commissaires, sont bien occupés à attribuer des cartes de presse. Donc voilà, on se tourne beaucoup vers les chercheurs qui travaillent à côté de nous. On cherche des pistes, peut-être aussi pour faire éventuellement intervenir des stagiaires qui soient des futurs archivistes de métier, pour essayer de professionnaliser notre approche et de mieux protéger les dossiers, puisque effectivement, dans ces rayonnages, on se rend compte de plus en plus on ouvre les dossiers, des pièces qu'il ne faut absolument pas qu'on perde, sachant qu'il y a déjà des choses qui ont disparu. On a parlé de la carte numéro 1 de 1945 de Jacques Alexandre, mais la carte du numéro 1, parce que nous avons eu 2 numéros 1. Ah bah oui, vous verrez dans l'expo. La première, en 1936, évidemment, il y avait aussi un numéro 1 qui était la carte de Georges Bourdon. Eh bien, nous n'avons pas réussi à retrouver le dossier de Georges Bourdon. Donc, peut-être est-il quelque part mal classé ou peut-être a-t-il disparu. Donc voilà, le défi est immense d'inventorier, de protéger et de valoriser.
Et il y a une réflexion aussi sur est-ce qu'on externalise ou pas ce fonds d'archives ou... Alors, nous avions une approche vers la Bibliothèque nationale, notamment, et parce qu'à un moment, on s'est dit, voilà, c'est pas notre métier, il faut peut-être passer la main à d'autres. Et en fait, les archives nationales n'étaient intéressées que par un échantillon de nos archives, et pour nous, c'est pas possible, en fait. Ce qui fait l'intérêt de ce fonds, vous l'avez vu quand on a discuté, c'est le fait que c'est toute la mémoire de la profession, donc on va pas la découper. Donc pour nous, il faut que ça reste une entièreté, un fonds cohérent et rassemblé. Donc ça ne facilite pas le fait de pouvoir le confier. Donc là, c'est pareil, nous sommes sur de la réflexion, de l'échange. Alors, Anne Mathieu, pour une dernière intervention, je pense. Je voulais juste dire qu'en plus, il est fort probable qu'il y ait des documents de la CCIJP qu'on retrouve dans d'autres fonds, les fonds syndicaux, les archives départementales, parce qu'il y a tous les... non, mais moi, j'en suis absolument persuadée. J'en suis absolument persuadée. Dans les fonds, notamment des comités départementaux de la libération, et là, je suis sûre qu'il y a des choses de la commission, voilà. Il y a aussi des journalistes qui ont déposé leurs fonds. Il y a aussi des journalistes qui ont déposé leurs fonds en province. C'est vrai, on dit plus en province, je crois que ça ne se dit plus, non. Enfin bon, vous comprenez, en région, je crois que c'est plus politiquement correct. Donc je vais avoir du mal, mais néanmoins en région, et dans lesquels il y a nécessairement des documents. Donc en fait, à un moment donné, on va trouver, enfin, je veux dire, suivant les chercheurs, des éléments de la CCIJP ailleurs aussi. Donc, il se posera aussi la question de voilà, mais il peut aussi y avoir une étude qui est faite à un moment donné sur ces documents de la CCIJP qui sont ailleurs. Pourquoi, comment, vous voyez, ça peut être aussi toute une histoire d'aventure, en fait, à effectuer. Voilà, on peut dire que c'est le message qu'on retient de cet atelier débat. Vraiment, merci infiniment, Julia, Catherine et Anne, pour vos contributions. Merci aux questions et à votre attention. C'était très intéressant. Et vraiment, on pourrait en parler encore beaucoup parce qu'il y a d'autres choses qu'on avait envisagé d'évoquer, mais le temps est malheureusement trop court. Le seul conseil que je vous donne, en tout cas, c'est d'aller passer du temps pour voir l'expo qui est le long de l'escalator, parce qu'il y a des choses vraiment extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres, mais il y a aussi de la chair. Voilà. Bon, merci.